Bonjour Florent, Salut Geoffrey. merci d'être venu jusqu'à Paris Avec plaisir. pour enregistrer cet épisode de podcast Avec grand avec plaisir. moi. Florent, on va passer une petite heure ensemble. Ouais. On se connaît depuis un moment, mais je vais quand même te redemander de te présenter et puis Ok. me dire un peu ce qu'on fait là. Ouais, avec plaisir. Donc Florent, breton, voilà, marié, un enfant et de formation ingénieur, qui a mal tourné, qui a fini RH de sa boîte. Ouais. RH Très dans mal sa tourné. boîte. Ouais, j'ai très mal tourné. Non, je suis très heureux d'avoir eu cette opportunité dans une superbe entreprise dans laquelle j'ai été salarié de nombreuses années, qui s'appelle ST Microelectronics, Ouais. que je remercierai jamais assez m'avoir permis d'évoluer vers les ressources humaines. Et donc un big up à Monique Donadieu, qui était la DRH à l'époque, Big up Monique. voilà, qui m'a permis de rejoindre la fonction RH et de mettre mon premier pied dans cet écosystème. Et après, donc ST Micro, je suis été DRH dans l'environnement Lactalis, dans l'industrie laitière, agro, et chez Groupama. Et en 2016, alors, ouais, soit moi j'en avais un peu marre d'être salarié, soit je pense que mes managers en avaient marre de moi aussi, peut-être un Ouais, peu. peut-être un Peut-être peu les deux. ouais. Peut-être un peu les deux. Mais en tout cas, j'ai pris la décision de quitter le salariat et de créer une entreprise qui existe toujours, qui s'appelle Happy to Meet You, voilà, que j'ai cofondé avec François en 2016, dans laquelle moi j'ai revendu mes parts fin 2022. François lui est resté dans l'aventure. Moi j'ai vendu mes parts à un grand groupe d'intérim français qui a racheté cette structure. Et de 2016 à 2022, on avait trois activités principales. Du recrutement, qui était l'activité majoritaire, du recrutement, une activité de conseil en ressources humaines et une activité de conseil en marque employeur. Voilà. Et donc fin 2022, quand je dis que j'ai vendu mes parts, c'est vrai, mais j'ai aussi gardé, on a spin-offé en fait, la partie marque employeur, parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup et qui me plaît toujours beaucoup d'ailleurs. Et c'est devenu We Feel Good. Voilà. Et donc We Feel Good existe. Le nom We Feel Good existe depuis début 2023. Ok. Mais l'entreprise, son offre de service, le business, les hommes et les femmes, voilà, existe depuis 2016. Donc ça fait depuis 2016, on accompagne des entreprises, des collectivités, sur tous les sujets liés à la marque employeur, la communication RH, la communication interne, voilà, avec une équipe. Voilà, donc une équipe assez particulière parce qu'on est tous, donc moi je suis l'actionnaire majoritaire, mais on est tous actionnaires de l'entreprise. En tout cas, c'est un vrai choix si tu veux qu'on en reparle. Ouais. Voilà, j'ai voulu que tous mes salariés soient associés au capital de l'entreprise, et on a d'autres sujets en ce moment ensemble avec tous les salariés de partage de la valeur. C'est un sujet auquel je crois beaucoup. On y reviendra en effet. Merci pour cet historique complet. On va évidemment, dans notre discussion, plonger dans qu'est-ce que c'est la marque employeur. Ouais. Tu l'as travaillé à partir de 2016. Je pense qu'aujourd'hui, on est en 2025. La marque employeur, tout le monde ou à peu près sait ce que c'est. Mais en 2016, ça devait être quand même un peu niche. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, jusqu'en fin 2019, après début 2020, c'est un peu plus compliqué, mais jusqu'à fin 2019, j'ai fait de nombreuses interventions, de nombreuses conférences sur qu'est-ce que la marque employeur, quoi, grosso modo, quoi. Et c'était normal, parce que on en parlait, mais on n'en parlait pas du tout comme ça. Et honnêtement, quand il y a eu mars 2020 et le confinement, je me suis dit, waouh, cette activité-là, elle est pliée, quoi, parce que c'est de la com et tout le monde va arrêter. Et voilà, on peut le comprendre. Et donc, effectivement, ça s'est arrêté quelques semaines. Et en fait, après, c'est reparti, mais 100 fois plus fort qu'avant. Mais ouais. Parce que tout le monde, rappelle-toi, tout le monde voulait recruter les mêmes profils, les collaborateurs qui avaient, pour certains, avaient décidé de ne plus retourner dans leur restaurant, leur hôtel, leurs usines. Voilà, dans certains métiers, effectivement, ils sont devenus pénuriques. Et là, de plus en plus d'entreprises se sont dit, ouais, la marque employeur, c'est bien, on en a parlé, on s'est un peu challengé sur le sujet, mais on n'a pas mis en place de réelle stratégie de marque employeur. On n'a pas travaillé le fond. Et du coup, si on veut continuer à attirer et à fidéliser,
il va falloir qu'on bosse, quoi. Ouais. Donc il y a eu un vrai avant-après Covid clair. sur la marque employeur que toi tu avais déjà Ouais. identifié avant. Comment tu l'avais identifié ce sujet de En marque fait, alors, c'est employeur? intéressant. En fait, il y a eu 2 sujets. Moi, quand j'étais chez Groupama, je m'occupais de la marque employeur. Enfin, d'une partie de mon activité, c'était pas que ça, hein, mais de la marque employeur de Groupama Loire-Bretagne. Moi, j'étais sur le Grand Ouest. Et je bossais avec une agence marque employeur à l'époque, un compétiteur d'aujourd'hui pour moi. Ouais. Donc, je trempais déjà dans ce truc-là. Donc, j'avais les codes. J'avais mis en place chez Groupama à l'époque déjà des salariés ambassadeurs. J'avais formé les salariés à être sur LinkedIn. J'avais créé un compte Twitter pour l'entreprise, etc. Donc, j'avais déjà commencé à lancer des choses. Mais quand on a créé, on était beaucoup plus focus cabinet de recrutement. Par contre, en 2016, Happy to Meet You était créé en province, à Rennes. Les cabinets de recrutement, en 2016, c'était très traditionnel. Pour vivre vision cachée, des sites web bien pourris, une présence social média bien nulle. On cite pas le nom de nos clients, des annonces vraiment catastrophiques. Et nous, on s'est dit avec François, on va essayer de créer un cabinet qu'on n'avait pas trouvé quand on était DRH, d'où le nom Happy to Meet You, donc il voulait dire quelque chose. Et secondo, on s'est inspiré des codes de Welcome to the Jungle qui avaient été créés en 2015. En disant, on n'est pas Welcome, on ne faisait pas le travail que faisait Welcome. Puis je me rappelle même, on avait eu un message d'un collaborateur de Welcome, je crois qu'il a quitté Welcome depuis, qui nous avait dit vous nous copiez et tout. Mais non, on ne te copie pas en fait, on n'est pas ton compétiteur du tout. On peut même travailler ensemble, mon garçon. Mais ça avait été compliqué. Et en même temps, c'est flatteur. Voilà, c'était plutôt sympa comparé à Welcome. Parce qu'effectivement, on faisait des annonces qui étaient déjà marketées, on citait le nom de nos clients, on mettait les salaires. On mettait des vidéos qui accompagnaient les offres d'emploi. Cabinet de recrutement. Donc voilà. Donc on avait des codes qui étaient un petit peu différents. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement nos clients nous ont dit, nos premiers clients cabinet de recrutement qui aimaient bien un peu le style, ils nous ont dit mais c'est chouette ce que vous faites et du coup vous pouvez pas nous aider, nous accompagner un peu plus sur notre communication. On ne parlait pas vraiment de marque employeur, mais plus notre communication, nos annonces, les retravailler, nos offres d'emploi, celles qu'on ne vous confie pas, parce qu'ils ne nous confient pas tout. Hein. En tant que cabinet, tu n'as pas tout. Et puis on s'est mis, puis très vite, on s'est dit, on crée une activité marque employeur. Ouais, donc c'est comme ça que ça a commencé. Notre premier gros client, on a eu des petits clients, j'appelle petits clients, des petites structures, en tout cas plutôt de petites PME locales qu'on a accompagnées sur des choses assez simples. Et puis très vite, on a été sollicité par le groupe Se Loger. Ok. À Paris, on était super fiers d'avoir été sollicités, super stressés Comment aussi. Ils t'ont trouvé c'est une bonne question, mais je crois que c'est vraiment, ils sont venus vers nous, parce qu'on faisait beaucoup d'inbound. Et en fait, voilà, j'aime bien produire du contenu pour valoriser. On pourra en parler aussi parce que... Ouais, je pense que c'est un vrai sujet. Et ils sont venus vers nous et on a été pitchés. Je me rappelle avec François, on avait tout le comité de direction de Se Loger. Et on s'est dit, on est rentré à Rennes, on a pris le TGV, on a fait le TGV retour. On s'est dit, mais jamais ils vont nous prendre, quoi. Groupe Se Loger. Et quelques jours après, ils nous ont appelés, très sympa. On vous a retenu, vous êtes l'agence. Et là, on s'est dit, ok. Donc là, il va falloir délivrer et il y a des enjeux de dingue pour des boîtes comme ça. Se Loger, c'est vraiment des profils très tech en fait. C'est beaucoup d'IT, c'est beaucoup de data, etc. Je me rends pas compte justement ce que c'est. Les métiers. Groupe Se Loger, en fait, c'est une boîte tech. C'est une boîte tech. Voilà. Donc, en tant que consommateur, c'est effectivement un site web bien fait, etc. Mais t'imagines pas en fait que les métiers. Et à l'époque, on était 2017-2018, les volumes de recrutement étaient importants en tech. C'était combien de collaborateurs à peu près? Groupe Se Loger, ça dépendait d'un groupe allemand à l'époque. Je crois que c'est plus le cas maintenant, et c'était quelques centaines quand même. Un beau siège à Paris, des beaux locaux, des super beaux locaux. Et puis une belle marque. Ouais, une très belle marque. Donc pour nous, pour eux bien sûr, on n'a pas le droit de se louper, mais même pour nous, on n'a pas le droit de se louper. De toute façon, t'as jamais le droit de te louper, mais c'est une belle rêve, quoi. Qui te lance après, bien sûr. Et puis du coup, ça nous a permis d'avancer et puis de signer, de filer en aiguille d'autres références. Ok. Et donc maintenant, tu es dédié à la marque employeur. Juste avant qu'on plonge dans We Feel Good et dans ces sujets de marque employeur, j'ai une question parce que la majorité de nos auditeurs et de nos auditrices travaillent dans les ressources humaines, ce que tu as fait auparavant. Mais il y a un truc qui m'a marqué dans ce que tu as dit dans ton intro, si on fait juste un fast-forward, c'est que tu as fait des études et tu as commencé ta carrière dans l'informatique,
Ouais. Dans le développement? Dans la microélectronique. Dans la exactement. microélectronique. Dans le truc Et de t'es niche. passé ensuite RH, DRH. Ouais. La question que je me pose, c'est comment toi tu as eu cette idée déjà, comment ça Ok. t'est venu et comment un DRH, une DRH peut identifier dans ces équipes qui ne sont pas des équipes ressources humaines des potentiels talents qui peuvent faire ce changement de carrière quand même assez majeur. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que, pour être très transparent, j'ai été recruté, mon premier employeur était Altran. Ouais. Quand tu es ingénieur, tu sors avec ton diplôme d'ingénieur, honnêtement, tu trouves du boulot, j'ai trouvé du boulot en 2 semaines, quoi. Enfin, Ouais, c'était ouais, facile. Et donc Altran, j'ai été positionné chez l'un de leurs clients, qui est ST Microelectronics. Je travaillais à Aix-en-Provence, Ouais. à Rousset, au pied de la montagne Sainte-Victoire. Enfin, franchement, les Magnifique. pires. Ouais, Ouais. c'est trop beau. Et du coup, je me suis marié là-bas. Enfin, je vais pas te raconter tout ça. Voilà, c'est important. j'adore. Voilà. Du supporter de l'OM. Voilà. Ah, ça, c'est ton seul défaut. Ouais, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai été donc rapidement embauché par le client. Et à l'époque, j'avais été rencontré par la DRH de ST Microelectronics. Oui. Quand tu es embauché par Altran et que tu es positionné, c'est plus ces services achats qui gèrent ça. En fait, la DRH, tu la vois pas trop. Et après, j'avais été, au moment d'être titularisé, en tout cas, ton CDI bascule de chez Altran à chez ton client, Oui. j'ai rencontré les ressources humaines. Et je fais un entretien avec eux, assez lambda, enfin, bon entretien, mais lambda. Et puis, donc, je reste dans mon bureau, hein, je change d'employeur. Et puis, je fais ça pendant 2 ans et on commence à me confier des projets plus larges avec une petite équipe. On aurait appelé ça lead dev aujourd'hui. Bon, à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça, mais une petite équipe de codeurs, de développeurs. Et moi, je faisais du code pour carte à puce bancaire, D'accord. de la crypto. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le management m'éclatait et que le côté technique de coder derrière l'ordinateur, c'est pas moi. Ok. Moi, j'ai besoin d'interaction. Je suis extraverti plutôt. Donc, je dis pas que c'est bien, parce que introverti, c'est très bien aussi. Je suis extraverti. Devant un ordinateur, à un moment, il manquait un truc, tu vois. Ouais. Et donc, je suis allé voir ma DRH en lui disant, grosso modo, quelque part, moi, je me sens pas bien, je me sens un peu malheureux dans mon truc et je vais peut-être partir, quoi. Parce qu'en fait, Ok, donc c'est venu de toi. Alors, c'est venu de moi. Et donc, là, j'ai eu une écoute d'une personne RH. Oui. Alors, moi, je connaissais plutôt la RH côté recrutement. Tu me fais un contrat de travail, tu m'as recruté, tu as fait un contrat. Je sais pas ce que c'est que ce métier en fait. Ouais, merci. Je connaissais pas le métier. Hein. Admin. Ouais, très admin, voilà. Et là, elle m'a proposé de me financer un bilan de compétences. Ok. Donc j'ai fait un bilan de quoi? Et je savais pas ce que c'était qu'un bilan de compétences. Elle m'explique et elle me dit si ça t'intéresse, on te le finance. Et si tu le souhaites, parce que le bilan de compétences est en confidentiel, si tu as envie, c'est toi qui décideras, tu nous partages ou pas le résultat du bilan. Donc moi je fais un bilan de compétences avec un consultant en RH externalisé et qui amène 2 métiers, mais véridiques. Hein. Ça me fait sourire maintenant, les ressources humaines et le marketing. Ok. D'accord? Et là moi je leur dis mais attendez, j'ai un diplôme en microélectronique, j'y connais rien en Qu'est-ce ressources que je humaines, vais faire ouais. et en marketing j'y connais rien. Mais vraiment rien. Et se passe, elle me dit ok, donc, et moi alors voilà, ce qui se passe c'est que moi je lui dis ok, moi je vais partager ça avec la DRH, elle m'avait payé le truc, donc moi ça me paraissait normal de partager. Et puis j'ai eu une chance, c'est que à Rousset, il y avait Monique s'occupait de la DRH du site de Rousset, mais sur le site de Rousset, d'Aix-en-Provence, il y a aussi la DRH France, à l'époque en tout cas DRH France et Maghreb, de ST Microelectronics France. Elle n'était pas basée à Paris, elle était basée dans le sud-est. D'accord. Et donc, elle me dit, la DRH France recherche un campus manager. Donc, un jeune ingénieur qui va aller dans les écoles d'ingénieurs, dans les forums d'écoles d'ingénieurs, prêcher la bonne parole pour recruter nos futurs stagiaires, nos futurs collaborateurs. Ouais, donc tu as le côté expertise. Et donc, j'amenais la crédibilité de l'ingénieur qui avait fait le métier. Ouais. Voilà, j'avais pas non plus, j'étais pas vieux, quoi. Hein. Ouais. Et les ressources humaines. Et donc, sur le tas, j'ai appris ce que c'était que le recrutement, que de pitcher ta boîte, que de faire des conférences dans des amphis, que de mettre en place des stratégies pardon, c'est l'ambassadeur, mais de relations écoles, de campus management en fait. Et donc de campus management, j'ai fait ça, et après j'ai fait du SIRH en France, en Tunisie, et après je suis allé sur le terrain en tant qu'RRH de site industriel, responsable formation, Okay. J'ai fait du plan social, j'ai fait du recrutement, j'ai fait la vraie vie en fait, de tous les métiers. Voilà. Et je me suis posé 15 fois la question, est-ce que je reprends mes études, je reprends pas mes études, je reprends mes études, je reprends pas mes études, et en fait,
je sais pas si c'est la flemme, Ouais. comme on dirait les ados d'aujourd'hui, Ouais. ou si c'est juste, moi j'étais bien, tu vois, salarié. Ouais, si tu étais performant dans ce que tu faisais. Voilà, ça etc. se passait bien et j'évoluais. En tout cas, voilà, j'ai changé de site plusieurs fois, ça me plaisait bien. Et puis, voilà, de fil en aiguille, je suis resté comme ça. Donc, c'est ça qui s'est passé, en fait. Ok, donc ça part de toi qui vient quand même solliciter. Mais d'une vraie écoute d'un RH. D'une vraie écoute d'un RH et Ouais. finalement de propositions de solutions, ce bilan de compétences qui t'offre deux moi, je suis visions. Ouais. Et tu vois, moi, je suis un vrai partisan du bilan de compétences. Ouais. Et du coup, tout ça a acté des sujets dans ma vie de professionnel RH en entreprise et ensuite de patron d'un cabinet de recrutement. C'est que les diplômes font vraiment pas tout. Moi-même, j'en avais pas, donc je pouvais pas dire aux autres il faut t'en aller, quoi. Et secondo, quand tu as un collab qui va pas bien et qui te dit j'ai envie de partir parce que je m'y retrouve pas, plutôt que de signer une rupture conventionnelle ou d'étouffer l'affaire en disant ça va aller mieux dans 6 mois, il y a peut-être des questions à se poser. Et oui, le bilan de compétences, soit ça peut être du cofinancement. Aujourd'hui, il y a le CPF, qu'il n'y avait pas à l'époque, etc. Moi, là, cette entreprise m'a proposé de le payer. Donc j'imagine un équivalent d'un 2000 € aujourd'hui à peu près, tu vois. Mais je dis, mais c'est quoi 2000 € par rapport au coût d'une personne qui est désengagée, qui va rester, au coût d'une rupture conventionnelle à payer, d'un recrutement à payer, d'une intégration à payer, de formation à repayer. Et là, je me dis, les boîtes, quand tu es RH, quand tu as quelqu'un qui est comme ça, tu te dis, peut-être que ça vaut le coup de réfléchir en se disant, avant de me séparer, il y a peut-être des choses à faire. Oui, et puis la preuve, c'est que ça marche, ce bilan de compétences, parce qu'on pourrait dire c'est un peu bullshit, c'est bateau, etc. Là, toi, on t'a quand même, ça marche peut-être pas dans 100% des cas, mais toi, on t'a quand même distingué deux voies, le marketing et les RH, qui, je sais pas combien de temps, 20 ans après, 15 ans après, plus 20. Plus 20, sont la contraction de ton métier marque employeur, finalement. Ouais. Non, mais tout à fait. Et moi, tu vois, le bilan de compétences, je milite pour que quelque part, il soit un peu obligatoire. Oui. Tous les 5-10 ans, en tant que collaborateur, on se pose et qu'on prenne un recul nécessaire avec quelqu'un qui est externe, qui n'est pas impliqué, qui n'est pas jugé parti. Voilà. Maintenant, après, rendre obligatoire, j'aime pas trop ça parce qu'il y a déjà assez de lois comme ça dans ce pays. Mais peut-être inciter, peut-être plus en parler, parce que le bilan de compétences, souvent, il est vu, j'ai plus de boulot. Ouais, donc il faut que je fasse un bilan de compétences. Faut que je fasse un bilan de compétences, tu vois. Et alors que je pense que ça peut même valoir le coup de faire un bilan de compétences alors que tu es très bien dans ta boîte. Oui. Tout va bien. Fais-toi un bilan et ça peut te faire réfléchir et nous faire réfléchir en tant que professionnel RH sur nos équipes, nos collaborateurs, notre population. Et la preuve, c'est que toi, ça t'a bien fait réfléchir parce qu'en effet, tu t'es spécialisé sur la marque employeur qui est le marketing des ressources humaines, finalement. Mais ça, c'est arrivé un peu plus tard. Mais c'est ça qui est arrivé, Et aujourd'hui, alors, sur cette marque employeur, donc We Feel Good, tu en es le fondateur, le patron, tu as une équipe avec toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de We Feel Good et en même temps de ce que tu fais tu as parlé de la production de contenu. Ouais, je vais revenir. Donc We Feel Good, on est une entreprise bretonne. Alors, on travaille sur toute la France, honnêtement. On doit faire 25% de notre chiffre d'affaires en Bretagne. 75% hors de Bretagne, sur Paris, sur Caen, sur Lille, sur Nice, sur Monaco. Voilà, j'attendais que tu le dises, celui-là. J'ai des beaux clients, je suis assez content. Sur Lyon. Magnifique. Des très beaux clients à Lyon. Ça ne m'étonne pas. Voilà, donc on a des clients à Auxerre en ce moment. On a signé des clients à Colmar. On est un peu partout en France. Mais on veut pas habiter à Paris. En fait, c'est juste pour ça qu'on est à Rennes. On est pas très sincère avec toi. On est très content à Rennes. Il y a du TGV, on peut circuler. T'es venu ce matin, tu repars ce soir. Je repars ce soir et voilà. Et la semaine prochaine, je fais 2 allers-retours dans la semaine. Nickel. Ça nous pose pas de problème. On peut travailler. Il y a des bonnes sociétés en province aussi. Et effectivement, on est une petite équipe d'une dizaine de personnes composée d'une partie de salariés et d'une partie de quelques indépendants qu'on connaît très bien, avec qui on bosse beaucoup, qui sont des vrais partenaires, qui pour certains d'ailleurs veulent garder leur statut indépendant, ils veulent pas de CDI. Particularité, comme je le disais tout à l'heure, c'est que tous les collabs sont associés à tous les niveaux. Je pense à Baptiste par exemple, je ne sais pas s'il va écouter ou regarder cet épisode, qui il y a 6 mois était alternant et maintenant est associé.
Stylé, bien joué Baptiste. Il a fait stagiaire, alternant, CDI et CDI associé en quelques mois. Le fast track. Ouais, voilà. Donc, mais ça, c'était un vrai choix que j'avais de partager la valeur. Et donc, We Feel Good, oui, on est une entreprise, on accompagne donc des entreprises, des collectivités sur un premier sujet de définir qui ils sont en tant qu'employeur. Donc, on va travailler sur un diagnostic d'expérience candidat, un diagnostic d'expérience collaborateur. Donc on va interviewer des collaborateurs, on va interviewer les candidats, on va jouer au candidat mystère chez eux, on va jouer au candidat mystère chez les concurrents de nos clients. C'est quoi candidat mystère? Candidat mystère, c'est on a des vrais faux profils LinkedIn, des vrais faux CV. Okay. On va réadapter à chaque fois au contexte bien sûr de notre client ou de l'entreprise dans laquelle on va postuler, parce qu'il faut que ce soit crédible. Voilà, donc j'ai plusieurs identités, plusieurs 06 même. Ah ouais. Et on candidate véritablement chez ton client. Chez mon client et chez les concurrents de nos clients pour comprendre ce qui s'y passe en fait. Incroyable. Voilà, et donc on voit tout le parcours. On a même eu des propositions d'embauche. Ah mais tu fais les entretiens aussi? Ah bah on peut tout faire, ouais. Donc moi non, parce que on me connaît trop, mais j'ai des collaborateurs, j'ai des indépendants, j'ai des gens qui peuvent jouer des rôles. Ah oui, oui. Et donc à chaque fois. Donc le diagnostic va très très loin. Ouais. Oui, parce que l'idée c'est pas de piéger bien sûr quiconque, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de vivre ce que vit un candidat pour pouvoir ensuite faire la restitution, expliquer à notre client, voilà nous ce qu'on a vécu chez toi, chez eux, et voilà les bonnes pratiques et peut-être ce qu'il faut améliorer parce que là on l'a vraiment vécu quoi. C'est excellent. Donc ça c'est une partie de notre activité. On va travailler la notoriété employeur. Tu vois, on va écrire à la base candidat de nos clients pour comprendre pourquoi ils ont voulu candidater dans cette entreprise. Et tu as beaucoup de réponses quand tu... Alors, c'est intéressant, tu vois. Alors, tu as moins de réponses qu'une enquête interne, évidemment, parce que c'est une enquête externe, mais on est sur du 25-30%. Ah, quand même. Ouais. Ah donc, c'est énorme. Donc, avec un outil qui est un outil RGPD français, totalement digitalisé, aux couleurs du client. Voilà. Et donc, on vient un peu sur comment tu as vécu le parcours candidat, mais surtout, c'est qu'est-ce qui t'a amené à candidater. En fait, de comprendre la notoriété employeur. Et tu vois, on a des clients pour qui on fait maintenant en France, même à l'étranger, qui ont des filiales à l'étranger. On prend leur base de candidats étrangers et de la même manière, d'un pays à l'autre, une entreprise peut être à une grosse notoriété en France et une petite notoriété à l'étranger selon Tu vois, donc il y a aussi ces sujets-là. Donc voilà, on vient sur toute la partie enquête candidat, très large, parcours candidat, et on va analyser bien sûr les outils que tu utilises, les job boards, l'ATS que tu as ou que tu n'as pas, ton site carrière, ta e-réputation. Enfin, on vient vraiment sur un mapping très large, idem pour tes compétiteurs. Et ensuite, on vient sur la partie collaborateur, où là, on va interviewer des collaborateurs, mettre en place une enquête qu'on peut faire pour tous les collaborateurs, qu'ils aient une adresse mail pro ou pas, parce qu'on a des clients dans l'industrie, tu connais le sujet, qui n'ont pas forcément d'adresse mail professionnelle. Oui, qui peuvent être parfois délaissés en plus. Voilà, quand tu es dans le transport, avec des chauffeurs poids lourds par exemple, qui sont partis toute la semaine, ils passent le siège pour eux, ils y passent quasiment jamais. Quoi. Ouais, bien sûr. Voilà, et pourtant, c'est des key people dans ton organisation. Bien sûr. Si t'as plus de chauffeur, t'as plus de business. Donc, et puis, difficile de recruter aussi. C'est des métiers qui nécessitent des compétences. Restauration, hôtellerie, c'est pareil. Voilà, donc ça, c'est des métiers sur lesquels on va souvent. Et voilà, donc on va travailler sur tous ces sujets de comprendre effectivement les collaborateurs. On va mettre en place des ateliers. On va écouter les RH, on va écouter les communicants, on va écouter le CODIR, on va écouter des top managers, mais on va aussi écouter les collaborateurs, le CSE, dans des ateliers où on ne veut pas de RH, on ne veut pas de manager, on veut que la parole soit totalement libre. Bref, on fait un mapping 360. Ça prend combien de temps à peu près dans une boîte? Alors j'imagine que c'est variable en fonction de la taille des entreprises. Mais... entre 4 et 8 semaines. Ok, ça va. Voilà, et sous 8 semaines, tu vois, dans la version très complète, très longue, sous 8 semaines, nous on fournit effectivement un document qui est extrêmement complet, qui fait quasiment 200 pages. Ah oui. Ah oui, c'est extrêmement complet avec tout le positionnement, tout le mapping, parce que tu as les compétiteurs aussi, le marché, et bien sûr toutes nos recommandations. Parce que c'est pas juste faire des constats, c'est aussi tout un tas de recommandations très activables. Voilà, on a des clients d'ailleurs qui s'arrêtent là, qui nous disent ok, merci. Moi j'ai un arrêt sur image très complet, merci, on va produire en interne. Faites quoi, moi j'ai pas d'état d'âme avec ça. Si ça peut vous aider
à aller mieux, à être un employeur plus performant demain, moi je suis content, j'ai fait mon job. Tu as fait ta partie du job. Voilà. Donc on a une partie de ces clients qui arrêtent. Ouais. On a même des clients qui nous sollicitent à peu près tous les 12, 18, 24 mois selon les clients pour refaire des enquêtes, pour voir s'il y a eu des améliorations sur tel ou tel point. Voilà, tu vois, et là on peut avoir du comparatif. Okay. On a du KPI de toute façon, donc on peut comparer les améliorations. C'est quoi les grands KPI que tu les grands KPI cherches du coup? Ouais. Très souvent, on vient sur les basiques. Nombre de candidatures, nombre de candidatures de qualité, nombre de personnes recrutées versus le nombre de candidatures que j'ai eues par canaux. Donc ça, c'est un sujet. J'ai un sujet sur le turnover. J'ai des sujets autour de la communauté. Combien d'abonnés j'ai sur mes pages social media, mais au-delà des abonnés, de l'engagement. Est-ce que j'ai des communautés d'ambassadeurs, de salariés ambassadeurs? On vient aussi très vite sur ces sujets-là, même si c'est pas ça qu'on va faire tout de suite, et c'est pas forcément nous qui le faisons d'ailleurs. Ça peut être d'autres partenaires, type Charles & Emery ou etc. Mais voilà, donc qu'on embrasse très fort. Voilà, on a des indicateurs autour de la gestion des avis. Alors on en a beaucoup ça. La e-réputation. Glassdoor, Indeed, Glassdoor, Indeed, ouais. C'est beaucoup regardé. De plus en plus. Là, on a un vrai sujet. C'est une parenthèse, mais ça, c'est un véritable sujet. Alors ça, c'est un métier où on nous a pendant longtemps demandé effectivement où est-ce qu'on en est, où sont nos compétiteurs, voilà, même si tout le monde peut retrouver, mais nous, on se posait, puis on faisait un mapping très fort. Ah, ok, maintenant, on a bien compris qu'on n'était pas forcément bon à la ramasse. Est-ce que vous pouvez nous accompagner? Et alors là, aujourd'hui, on le fait. Nous, on répond à en lien avec la marque employeur de notre client, c'est sa plateforme de marque. On va répondre à tous les avis, positivement et négativement. Et on va aller vers les collabs pour leur proposer d'émettre de nouveaux avis. J'allais te demander... Sans les influencer à ce qu'ils vont écrire, chacun écrit ce qu'il veut. Ouais, mais c'est un vrai sujet. Faut faire tes calculs parce qu'il te faut beaucoup de volume. C'est ça, en fait, j'allais te demander sur ces avis-là, Glassdoor, Indeed, tout ça. Moi, quand je regarde et que je vois une boîte de 1000 personnes qui a une note de 1,2, mais où il y a 12 avis, je me dis, est-ce que c'est vraiment pertinent Mais alors, t'as ça. Alors, je dirais que si t'as 1,2 et que t'as 12 avis, c'est pas un sujet. Ouais. Parce que on peut vite remonter. Par contre, tu vois, moi j'ai des clients, ils me sollicitent, j'ai 100 avis, je vais prendre 100. Pour ça, ils en ont plus. 100 avis, j'ai 2,5. Ce qui n'est pas ouf, 2,5. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a un vrai sujet interne. Ok, donc 2,5 pour remonter à 4. Ouais, il faut... D'accord ? Après, c'est des maths. Pour passer de 2,5 à 4. Parce que je vais te dire, il faut faire x3, non ? Faire x2. C'est x3, parce qu'il te faut 200 avis à 5 sur 5 consécutifs pour passer de 2,5 à 4. Et pour avoir 200 avis à 5 sur 5, potentiellement, globalement, il faut quasiment 1 millier de personnes qui émettent des avis. Parce que tout le monde ne va pas te mettre des avis à 5 sur 5. Tu vas avoir des avis à 4, voire à 3, peut-être même quelques avis à 2 ou à 1 encore, etc., etc. Donc, et là, ça prend un temps monumental. Et donc, moi, j'ai des boîtes qui m'appellent et me disent hey, j'ai 2,5, comment est-ce qu'on fait pour avoir 4 ? Est-ce que tu peux appeler Indeed ? Bah non, oui, je bosse avec Indeed tous les jours. Mais Indeed, ils vont... je vais pas les... Oui. Mais non, ils vont pas m'obéir, quoi. Non, il faut travailler sa stratégie. Et donc, là, c'est vraiment un conseil que je passe aux entreprises. Votre e-réputation RH, anticipez-la, travaillez-là. Attendez pas que vos avis négatifs, entre guillemets, s'accumulent. On dit, je verrai ça plus tard. Voilà. C'est ce qu'on propose à nos clients, nous, comme petits tips faciles, rapides à mettre en place. C'est lors de l'onboarding, demander à mettre un avis, justement. Mais ça et marche l'automatiser. Idéalement, à une période plutôt sympa, c'est-à-dire à une validation de période d'essai. Tiens, ça fait 4 mois que tu es là, on a validé la période d'essai, on va vivre une super aventure ensemble. Ça ne te dirait pas de nous laisser un petit mot sur Glassdoor pour permettre à d'autres de pouvoir voir ce qui se passe chez nous? Voilà, en tout cas, il faut inciter les collaborateurs à le faire. Il ne faut pas les obliger il ne faut surtout pas leur dicter, c'est de l'écrire, il faut rentrer surtout pas là-dedans. Moi, j'ai vu des trucs de fou, mais il ne faut surtout pas rentrer là-dedans. En fait, il faut le piloter. Donne-nous ton avis. Donne-nous ton avis. Si tu as envie de le faire, fais-le. Si tu n'as pas envie de le faire, le fais pas. Et sois toi-même, sois sincère. En général, les gens, ils sont cash. Voilà. Et objectivement, moi, quand je vous lis les avis négatifs, des fois, de nos clients ou de boîtes, quand je discute avec des prospects qui ont des fois des avis très négatifs, ils me disent c'est dur, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais, il n'y a pas que du faux, quoi. Voilà. Donc oui, on peut tomber de temps en temps sur quelqu'un qui est pas cool et qui grossit le trait négativement, mais dans la vraie vie, il y a quand même beaucoup de choses qui sont vraies. Et donc, je me dis que ça peut être une chance qu'on te les dise. Et à contraire, il faut travailler. Tu as plein d'infos.
qui ne sont pas exploités par les boîtes. Hein. Quand tu valides les avis, tu dois énormément d'infos. Moi, je vois ça en tant qu'agent d'entretien. Je me dis, mais attends, il y a tout ça à mettre en place dans la boîte, en fait. Et là, quand tu deviens, je sais pas, DRH d'une boîte, tu rentres dans une nouvelle structure, mais regarde les avis de ta nouvelle structure, et là, tu vas avoir déjà un peu ton plan d'action de DRH. Toi, c'est une des premières actions que tu ferais. c'est ce que je regarde ça tout le temps. Ouais. Parce qu'effectivement, il y a énormément d'infos et c'est complémentaire de d'autres canaux d'information, mais c'est hyper riche, quoi. Okay. Donc, voilà. Et donc, je reviens un peu à ce que je te disais. Une fois qu'on a fait un audit, un diagnostic, le micro, on va travailler sur le fond, la plateforme de marque employeur, la proposition de valeur employée, le VP, l'Employee Value Proposition. On va travailler la proposition de valeur. Qui es-tu en tant qu'employeur? Quelle est ta promesse que tu fais à tes candidats, donc à tes potentiels futurs collaborateurs et à tes collaborateurs actuels, qu'il ne faut pas oublier. Voilà, pour que ce soit aligné, quoi. Si on rentre dans le concret, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui qu'on me partage sur cette marque employeur, comment on fait et une fois qu'on a posé le diagnostic, ce que j'entends souvent de la part de DRH, parfois aussi de direction de la communication, dont ça peut être le métier, c'est ok, super, mais je ne sais pas par où commencer. Si tu dois dérouler, toi, un plan classique, donc tu pars du principe que, ok, j'ai identifié des problématiques, je vais mettre en place ce que tu appelles une plateforme de marque employeur. Qu'est-ce que c'est concrètement? Donc une plateforme de marque employeur, qui est souvent en lien avec la plateforme de marque tout court de l'entreprise, c'est effectivement, on va travailler sur un sujet, c'est de définir tous les éléments concrets de preuve qui fait qu'un employeur qui va dire j'ai telle valeur, etc., qu'est-ce qui prouve, moi, candidat, moi, employé, que c'est réel. Donc on va travailler sur tous ces sujets, tous les éléments de preuve qui mettent en valeur tel ou tel pilier de l'entreprise. Donc on va travailler sur ces sujets-là et ensuite on va travailler une plateforme de marque avec une charte graphique, une charte éditoriale, une signature marque employeur, souvent en lien avec la charte graphique du groupe ou de la structure, parce que souvent il y a une charte graphique, il y a un logo, on ne va pas réinventer le logo de l'entreprise. Mais par contre, c'est effectivement de définir quels sont les axes de communication que l'entreprise va pouvoir utiliser ensuite sur tous ces canaux, que ce soit de la com interne, que ce soit de la com externe, qu'elle soit online ou qu'elle soit offline. Ok. Donc, peu importe. Bien important à avoir en tête, là, si je comprends bien, que la marque employeur, ce n'est pas que dédié à l'externe et dédié au candidat. Non. C'est dédié à l'interne aussi. Pour moi, la marque employeur, c'est très large. Aujourd'hui, j'ai un cercle que je présente à mes prospects et clients. Souvent, ils pensent candidat, et ce qui est normal. Hein. Franchement, donc je dis, il y a les candidats. Alors déjà, le but, il y a candidat et candidat. Parce que tu as les candidats d'aujourd'hui, donc ceux tu veux recruter dans les 6-12 mois, mais dans certaines structures, on parlait par exemple des chauffeurs poids lourds. On manque de chauffeurs poids lourds. Il faut former des chauffeurs poids lourds. Donc il faut peut-être toucher des personas candidats qui aujourd'hui ne seront côté candidat dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, j'en sais rien, selon les métiers qu'ils font. Quand on parle par exemple du manque de femmes dans la tech, c'est quand elles sortent du bac qu'il faut les toucher pour qu'elles fassent 3 ans, 4 ans, 5 ans d'études pour être ingénieurs et ensuite pour les recruter. Voilà. Donc tes candidats, ça peut être des candidats très court terme, je dirais, pour des besoins mais aussi très moyen terme, très long terme. Et tu as des boîtes qui sont très très fortes là-dessus, dans leur marque employeur, et qui travaillent à leur stratégie long terme. Tu as les candidats, tu as les collaborateurs. Très concrètement, tu as les collaborateurs. Ça, c'est clair. Qui a une cible énorme. Parce que si tu racontes des choses qui ne sont pas vraies dans ta marque employeur, mais si tu veux faire fuir tout le monde, c'est la meilleure idée. C'est l'ascenseur émotionnel. Voilà. Et tout le monde le dit, la marque employeur, c'est aussi expliquer à l'externe ce qui se déroule en interne. Donc, ce qui se déroule en interne, il faut que déjà ce soit clean avant de partir à l'externe. Donc la base, pour toi, c'est l'interne. La base, c'est l'interne. La base, c'est l'interne. Le premier sujet, c'est l'interne, en fait. Et c'est pour ça que dès le départ, dans notre audit, on va écouter des collaborateurs. On les associe dès le départ. Le projet marque employeur, c'est souvent un projet com plus RH, oui, mais c'est un projet d'entreprise, au même titre que peut l'être un vrai engagement RSE, un vrai engagement de certification ISO, de normes ISO, etc. Et que doit l'être. Que doit l'être, oui. Peut l'être, Tu vois, en tout cas, c'est ma conviction. Voilà, donc il y a ça, mais il y a aussi d'autres personas. Tu es rarement tout seul. Tu as un écosystème. Tu as des partenaires qui peuvent être des écoles,
qui peuvent être des centres de formation, qui peuvent être je sais pas, des missions locales, qui peuvent être des fournisseurs. Tu peux travailler dans une entreprise avec des ESN, enfin j'en sais rien, il y a plein d'écosystèmes. Et ben, toutes ces structures-là regardent aussi ta marque employeur. Tu vois, nous on a des clients qui commencent à avoir, c'est intéressant, des clients qui sont fournisseurs de rang 1 ou de rang 2 de d'autres grandes entreprises, et qui commencent à avoir dans des appels d'offres, ils ont le sujet RSE, ils ont le sujet qualité, ils ont le sujet cybersécurité, et ils ont un sujet marque employeur qui apparaît. Ouais. Qui se mesure comment du coup, et donc là, des fois, on vient vers nous, on dit tu peux m'aider à remplir le document, quoi. Ouais, parce que si tu es fournisseur de rang 1 ou de rang 2 dans l'univers de l'automobile, dans l'aéronautique, dans la défense, sujet du moment, etc., et que derrière, tu gères mal tes ressources humaines, en tout cas, tu fidélises pas tes ressources humaines ou tu as des difficultés de recrutement, ben le donneur d'ordre, il peut être stressé. Il va dire attends, moi je veux bosser avec un fournisseur qui a un turnover qui est élevé, qui a des difficultés de recrutement, qui n'arrive pas à pouvoir ses postes. Moi, je prends un risque. Voilà. Voilà. Donc, ça devient effectivement un sujet qui peut être critique. Alors, c'est pas le cas pour tous les appels d'offres, mais ça devient un sujet business. Moi, je l'ai eu, tu vois, sans citer le nom, mais d'une entreprise qui est dans le monde du transport, dans le transport urbain, donc type chauffeur de bus, chauffeur de car. RATP, c'est pas les RATP, mais voilà. Et c'est des délégations de services publics. Donc, les collectivités, elles veulent être certaines que l'entreprise, elle a mis en place une démarche marque employeur pour fidéliser les chauffeurs de bus. Là, en l'occurrence, c'était des chauffeurs de bus. Métier difficile, des horaires difficiles. Tu bosses le week-end, tu te fais agresser, les gens sont pas cool avec toi. Avec une rémunération. Qui est pas ouf, etc. Donc, si tu n'as pas travaillé ta marque employeur, sur l'appel d'offres, c'est marrant, tu vois, quand tu m'en parlais, je pensais principalement aux sociétés de conseil, aux ESN, mais pas que en fait. Mais il y a plein d'univers où ça vient sur ces sujets-là. Donc la plateforme de marque employeur, nous on va travailler effectivement toute la plateforme de marque communication en lien avec la stratégie marque employeur, l'univers marque employeur, la plateforme de marque employeur, le VP de notre client. Et ensuite vient les déclinaisons potentielles de refonte de site carrière, de social media, de vidéos, de photos, d'employés advocacy, de podcasts. Enfin, là, en contenu, c'est infini. Hein, on peut faire plein de choses. Quoi. Et donc, toi, après, tu mets en place tout ce contenu-là dans les entreprises. On sait le faire. Et ou très souvent, on le fait avec nos clients. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, nos clients ont des ressources internes. Donc ils veulent internaliser une partie des choses, ce qui est compréhensible. Donc on a beaucoup de clients, on travaille en collaboration, c'est-à-dire qu'on a des abonnements avec nos clients. En fait, on est leur agence de communication. Eux vont produire un certain nombre de choses en interne, et nous on va arriver en renfort sur d'autres points ou les faire cranter sur d'autres sujets. Tu vois, je pense à un client par exemple qui est sur son social media LinkedIn, c'est lui qui va le faire, toute sa stratégie. Mais nous on va travailler avec lui le calendrier éditorial. Voilà. Par contre, la production des posts, c'est eux qui le font. Okay. Les posts et la réponse aux commentaires, c'est eux qui le font. Par contre, les vidéos ou les shorts, c'est nous qui les produisons. Donc tu vois, il y a parce qu'ils n'ont pas les ressources pour les produire en interne. Et puis à côté, ils sont sur Insta avec une page marque employeur, tu vois, un inside quelque part. Et là, c'est nous qui l'animons. Donc tu peux avoir différents cas de figure. Après, c'est du sur-mesure. Hein. Honnêtement, c'est tellement de cas différents entre les structures qui veulent internaliser, d'autres qui externalisent 100%, et très souvent, c'est du mixte. En fait. Et aujourd'hui, c'est encore une fois la marque employeur. Il y avait cette distinction externe-interne. On en parlait. On vient de déjeuner ensemble. On en parlait pendant le déjeuner. Moi, j'ai de plus en plus de personnes qui nous disent. On a mis beaucoup d'efforts sur la marque employeur externe, sur justement les LinkedIn, sur nos job boards, on a complètement revu la manière dont on fait des annonces, on est transparent sur les postes qu'on cherche, les salaires, etc. Aujourd'hui, il y a peut-être moins de sujets de recrutement. On est premier trimestre 2025, une période c'est un petit peu plus calme, qui est un peu plus calme et qui est parfois même un peu difficile pour certains secteurs. Donc, on se concentre sur la marque employeur interne, du coup, la communication interne. Toi, si tu arrivais dans une boîte là en tant que DRH, DIRCOM, et que tu devais avoir un chantier communication interne,
qu'est-ce que tu mettrais en place Alors, j'ai bien entendu, il y a un diagnostic, mais est-ce que tu as des actions comme ça, un peu coup de poing, qui peuvent être bien? C'est déjà, moi, le sujet de la communication interne, ce que je ne veux plus revoir, moi, c'est un peu ce que j'ai vécu en tant qu'ancien salarié de différents groupes, qui était chouette au demeurant, mais la communication interne, c'était très descendant. Oui. En fait, ça arrivait d'une équipe communication interne, des gens bien, c'est pas le sujet, et qui communiquaient, puis toi, tu arrivais, puis t'avais, moi, j'ai connu, tu vois, alors les plus jeunes vont dire, mais c'est pas possible, ça existe ce truc. Je recevais mon bulletin de paye par la poste, et avec le bulletin de paye, j'avais la feuille de chou tous les mois avec les news de la boîte. Tu vois. J'ai connu ça. Voilà. Ouais, je comprends. Ça fait vieux. Mais non, parce que on a des clients qui le font encore, couplés à de la communication interne digitale avec Wobi. Et pourquoi? Et j'ai trouvé que c'était quand même tu super. Touches parce que ton bulletin de paye, tu le regardes. Oui, tu touches pas que le collaborateur, mais la famille aussi. Oui, c'est pas faux. Là, je pense à un de nos clients qui est une super entreprise, industrie agroalimentaire. Et qui, du coup, dans le bulletin de paye, envoie un journal interne et qui est souvent plus lu par les enfants, les femmes, les maris, que par la personne en question. Et où, notamment, ils annoncent tous les événements qu'ils mettent en place, parce qu'il y a une grosse politique RH, sociale, plein d'événements, etc. Et où, du coup, ça devient finalement un média pour communiquer avec toute la famille. En plus d'un Wobi, non, mais je pense que c'est un bon média. La communication digitale. Pour moi, en fait, c'est très descendant. Et oui, en effet. Tu vois. S'il y a que ça ne fonctionne pas. Ouais. Et là où je pense qu'il y a vraiment quelque chose à construire, c'est effectivement sur le participatif. Donc, comment est-ce que les collaborateurs sont associés ? Est-ce qu'on leur donne la parole ? Et là, il y a plein d'occasions de le faire. Donc, on parlait de la feuille de chou, par exemple, mais ça peut être sur le réseau social interne, ça peut être lors des séminaires internes, ça peut être lors des événements internes, etc., etc. Comment est-ce qu'effectivement, on met en place une politique de marque employeur qui est en phase avec les valeurs, la structure de l'organisation. Tu vois, moi, quand je vois des entreprises qui, par exemple, vont dire comme valeur, on a la convivialité. Je vois des trucs comme ça, tu vois, convivialité. Chez nous, les gens sont bien, machin. Ok. Ça, c'est de l'interne. Donc, comment est-ce que ça se transforme ? Et ça veut dire quoi ? Convivialité. Parce qu'on n'a pas tous la même définition du truc. Non. C'est pas tous manger des pizzas le jeudi soir ou d'aller se boire une bière. Parce qu'il y a des gens qui adorent ça, puis d'autres qui peuvent pas parce que le jeudi soir, ils font du sport ou qu'ils ont une famille ou qu'ils n'ont pas envie. Point. Voilà. Non, mais voilà. Et tu vois, et j'ai vu des trucs où on a en communication interne, où on a convivialité. Par contre, si tu viens pas le jeudi soir, grosso modo, tu t'exclus un peu. Et quelque part, c'est une boîte qui devenait de moins en moins inclusive parce que... Oui, si t'es pas là pour boire des coups le jeudi soir... c'est pas terrible. T'es pas dedans. Mais voilà. Est-ce que convivialité est une valeur ? Donc tu vois, c'est tous ces sujets-là qu'il faut travailler, c'est de se dire, ok, voilà ce que tu affiches et concrètement, ça veut dire quoi pour les collaborateurs ? Et c'est ça qu'il faut travailler en communication interne, c'est de reprendre tous ces éléments de valeur, tous les piliers, tous les éléments concrets, réalistes que vive un collaborateur au quotidien et lui dire, ok, comment toi tu le vis ? Donc moi, je suis des RH, j'arrive dans une relation. Mon premier sujet, c'est de dire, est-ce qu'il y a un alignement entre ce qui est affiché et ce que vit Paul, Pierre et Jacques, et Marie. Voilà. Et ça c'est la clé. Et ensuite, c'est d'être concret. Un réseau social interne. Mais un vrai réseau social interne. Typiquement, tu vois, moi j'entends quand même beaucoup de clients qui disent nous on a Slack, on a Teams, mais c'est l'enfer, on est perdu entre tous les groupes et sous-groupes qu'il y a, donc du coup j'y vais plus et la communication tue la communication quoi. Donc il y a peut-être des travaux. Est-ce que Slack et Teams qui sont très bien demeurants pour certains sujets sont pas forcément très bien pour d'autres. Voilà. Donc il faut s'interroger là-dessus. Est-ce qu'il faut une feuille de chou qui conçoit la communication interne. Est-ce que mes collaborateurs peuvent être des petits reporters dans l'entreprise ? Et ça peut être vrai. Il y a des collaborateurs, on a à peu près tous un smartphone aujourd'hui en France, on va arrêter, c'est sûr. Oui, quand on me parle de population non digitalisée. Non, mais ils ont des smartphones. Mais bien sûr. Insta, TikTok, Facebook. Aujourd'hui, ta carte d'identité, elle est sur ton téléphone et on est en train de mettre la carte vitale sur ton téléphone, sur ton smartphone. Donc c'est plus un sujet. Voilà. Et de se dire, on peut être responsable en charge, en tout cas en responsabilité de la communication interne, et faire en sorte que les collaborateurs qui sont volontaires
quelque part ambassadeur, là peut-être pas ambassadeur externe, mais ambassadeur interne à ce stade, soit mes relais dans tel ou tel site, dans tel ou tel service, dans telle ou telle équipe. Et je vais peut-être même les former. Tu vois, nous, on a accompagné des boîtes à former des collaborateurs à prendre des petits films de 30 secondes, à prendre, à prendre des photos. Mais ils le font mais oui. Mais en fait, si tu leur dis, tu as le droit. En fait, le sujet, il est là. Oui. Est-ce que j'ai le droit ? Déjà, il faut que la boîte, elle se positionne. Ouais, Okay. donc déjà, le premier sujet de la communication interne, c'est d'être clair sur les règles du jeu et d'ouvrir les vannes, finalement, si je comprends bien. Et mettre une charte que j'appelle une charte positive. Oui. C'est voilà ce qu'on va faire, voilà ce que tu peux faire. Ouais. Vous avez les chartes où tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, ça stresse tout le monde. Ouais. Donc, ce qu'on appelle les chartes négatives. Moi. Donc, une positive et une charte. Et d'ailleurs, c'est aussi vrai pour de l'employé advocacy en externe. Hein. C'est les mêmes codes. Hein. Ça peut être les mêmes personnes, mais des fois, ce n'est pas les mêmes personnes. Il y a des gens en interne qui veulent communiquer, d'autres qui ne veulent surtout pas apparaître en externe. Mais voilà, donc c'est fixer des règles du jeu, mais surtout de dire tu as le droit. Tu as le droit, et même on aimerait que tu le fasses. Ouais. Et on va même t'accompagner. Formation interne, formation externe, peu importe, mais on va t'accompagner pour le faire. On va t'expliquer, on va te guider. Et là, waouh, c'est pas ton métier. Alors moi, je suis chauffeur poids lourd, et puis on m'explique que j'ai le droit de faire des vidéos pour expliquer mon métier, mon quotidien. Ouais. Voilà. Et peut-être qu'en interne, on va pouvoir le faire. Tu vois, moi, je pense à une entreprise, par exemple, qui est une grande entreprise de la défense. Je ne vais pas nommer son nom, mais voilà, il n'y en a pas 50 000. Très grande entreprise de la défense. On les a accompagnés parce qu'ils avaient donc une belle entreprise qui a une belle image de marque en externe, qui attire, qui croule sous les CV. Donc, ce n'est pas le sujet. Une banque ? Non. Non, dans la défense. Dans la défense. Dans la défense. Oui, pas à la défense. À la défense. Non, dans la défense. Ah oui, dans le en monde effet, de la défense. Oui, bon, ok. Et en fait, qui sur certains sites a des difficultés de mobilité. D'accord. Donc, ils ont plus de problématiques de mobilité interne que de recrutement externe. Ah oui, donc on est à fond dans la communication interne, la marque employeur interne. Et le sujet, là, c'était par de la vidéo, par des messages, c'était de valoriser certains sites en disant, du site A, tu sais que tu peux évoluer vers le site B. Alors, ça peut nécessiter une mobilité géographique, etc. Mais dans ce genre de boîte, c'est hyper bien accompagné. Donc, c'est pas un frein financier. Oui, tu ne te poses pas la question de ton déménagement. Des fois, familial, ça c'est autre chose, mais ce n'est pas un frein financier. Voilà. Et donc, le sujet, c'était de travailler effectivement l'image employeur d'un site par ses collaborateurs pour ses collègues qui sont sur d'autres sites et qui n'imaginaient pas qu'ils pourraient faire un autre métier dans le même groupe ailleurs. Voilà. Et donc, c'est un intérêt. C'est un intérêt pour la boîte parce que, elle valorise ses métiers, elle fidélise ses collaborateurs, elle engage encore plus les collaborateurs du site d'accueil. Ils sont hyper fiers, ils sont associés au sujet. Et puis, ça coûte moins cher que de passer son temps à recruter à l'externe des profils, alors qu'on a des collabs en interne qui attendent qu'une chose ou qui n'imaginent même pas une chose, c'est qu'ils ont un super poste qui les attend à 300 km. Quoi. Ouais. Tu vois. Donc, par contre, faut oser y aller. Il faut oser sortir des codes traditionnels, de dire je vais faire une belle vidéo marque employeur, et on en fait, donc je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais qui va être diffusée à l'externe. Nous, on a des vidéos marque employeur qui ne sont jamais diffusées à l'externe, qui ont une vraie destination interne. Et à côté, on a des vidéos marque employeur qui ont des vraies diffusions externes, qui ont un objectif de notoriété et de recrutement à l'externe pour alimenter le pipe des candidats de qualité. Quoi. Donc, en fait, tous les codes externes, tu peux les réinternaliser. Après, selon la taille de la boîte, tu peux te permettre telle ou telle chose. Si tu es multi-site, multi-métier, tu peux te le permettre. Mais je pense à des groupes, par exemple. Tu vois, on a des clients qui sont des groupes qui ont 10, 15 sociétés en France. Chaque société a son nom. Il y a des fois même un sentiment d'appartenance qui est plus fort à la société A, à la société B qu'au groupe. Ce qui est traditionnel. Voilà. Et pourtant, le groupe, qui a plutôt bien fait les choses en RH, a mis des politiques de mobilité interne, des politiques de maintien, bien sûr, de la rémunération, de l'ancienneté, enfin voilà, tout un tas de choses. Mais derrière, c'est pas su. Et on se dit, mais en fait, dans l'autre entreprise du groupe, j'ai même pas j'ai le droit de candidater. Ouais. Okay. Mais tu peux, en fait, c'est simple comme bonjour, et même, on va t'encourager à y aller, quoi. Ouais, donc il y a un vrai sujet, parce que moi, j'entends tellement souvent des dirigeants me dire chez nous, il n'y a pas de mobilité interne, c'est compliqué. C'est un sujet de communication. Alors, il y a un sujet de process, il y a un sujet de parcours de recrutement, parce qu'il faut que l'expérience candidat interne, elle soit tip top. Parce que, c'est un autre sujet, on peut en faire un podcast dédié.
Elle doit être encore mieux que l'expérience de candidat externe, elle doit être formidable. Et puis tu as un sujet de communication. Parce que aujourd'hui, tu vas dans des entreprises et va dans une entreprise un peu structurée, même à partir de 100 salariés, est-ce que tu connais tous les métiers de tes collègues? Mais non. Non. C'est pas ce qu'ils font. Ok, tu vois des intitulés de poste, mais tu n'imagines même pas ce que c'est. Surtout qu'aujourd'hui, on a quand même de plus en plus de nouveaux métiers qui apparaissent avec les nouvelles technologies, avec l'IA, la data, la transformation des métiers au sens large. Donc dire, waouh, c'est quoi ce métier? Je ne sais pas. Est-ce que je suis curieux? Pas toujours, etc. Donc, d'où l'importance d'avoir effectivement des outils de communication interne, d'avoir des outils aussi de gestion de ces entretiens. Enfin, il y a plein de sujets derrière. En tout cas, que la data, elle soit utilisée. Et il faut l'expliquer. Et quel est le meilleur ambassadeur d'un poste? C'est pas la RH. C'est pas la communication. C'est l'homme ou la femme qui a ce poste. Donc, est-ce qu'on peut dire que la communication interne de 2025-2026 et jusqu'à 2030, c'est parole aux salariés? Moi, je suis à 200% pour. Ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que même sur LinkedIn, tu vois de plus en plus de boîtes. Alors, on est sur la communication externe pour le coup, mais tu vois plus de boîtes où le post LinkedIn qui est fait, parce qu'on a un poste à pourvoir, il est fait par la personne qui part. Alors, si tout se passe bien dans l'offboarding ou par exemple pour un congé maternité d'une future maman. Oui, c'est hyper puissant ces postes. Je quitte mon poste pendant 6 mois, je cherche une personne pour me succéder, voilà mes missions, contactez-moi. Mais ça vaut tout l'or du monde, ça. Ou même pendant l'offboarding, en effet. Même pendant l'offboarding, tu as des gens qui quittent une boîte pour démissionner, pour être dans une autre ou en rupture conventionnelle et qui vont rester ambassadeurs de l'entreprise qu'ils quittent. Mais ça vaut toutes les offres d'emploi du monde. Et ça, tu vois, qu'est-ce que tu répondrais à un dirigeant qui te dirait tout ce que tu me dis, c'est bien, mais moi, ce que j'entends là, c'est que ça va me coûter une fortune. Tout ce que tu me dis de mettre en place, que je suis pas sûr que les gens suivent et que je suis pas certain du retour sur investissement. Enfin, c'est pas factuel le fait que si j'investis là-dessus, en effet, les gens qui partent, ils vont me faire un bon poste et que ça va me ramener des gens. T'as une réponse à ça? Alors, ce qui est sûr, c'est que tu le fais pas, ça va te coûter zéro, ça c'est sûr. Que par contre, il va falloir que tu dépenses un peu d'argent quand même pour recruter, parce que les coûts des job boards n'ont pas tendance à baisser. Les cabinets de recrutement, ça a quand même un coût, quels que soient les cabinets. Et si tu le fais pas par cabinet, tu vas le faire avec tes ressources internes. Tu as des temps hommes, il te faut des outils, des ATS. Bref, tu as un coût. Si tu le fais effectivement, en tout cas, si tu participes à la communication avec d'un futur recrutement par des collaborateurs, tu n'as aucune certitude. C'est effectivement difficile de mesurer. Oui, ça va pas se mentir. Par contre, quel message tu passes en interne et quel message tu passes en externe? Parce qu'en interne, quelque part, tu dis aux collaborateurs, moi j'ai confiance en vous, j'ai besoin de vous. Et donc tu travailles sur l'engagement de tes collaborateurs, la motivation, etc. Il ne faut pas oublier que quand il y a quelqu'un qui part, il y en a 10 qui restent dans l'équipe. D'accord? Donc on voit celui qui part, mais les 10 qui restent, on a tous vécu des départs. Voilà. T'es impacté. T'es impacté quand tu restes, d'accord? Bien sûr. Donc, tu as deux manières de voir les choses. Tu dis, attends, ils vont encore relancer un process de recrutement. Ça va prendre 4 mois à trouver la personne. Ça va prendre 3 mois, parce qu'elle a un préavis de 3 mois. Après, il va falloir la former pendant 3-6 mois avant qu'elle soit opérationnelle. Donc, bref, pendant 1 an, c'est moi qui vais me coltiner une partie du boulot de Jean-Jacques qui a quitté. Ouais. Voilà. Ça, c'est ça qui se passe dans le cerveau. Par contre, si effectivement, on a une politique de marque employeur, une politique RH forte, on va dire, toi collaborateur, effectivement, on a besoin de toi pour nous aider à recruter d'une certaine manière, à réduire les temps de recrutement, les temps de sourcing. Alors, tu vas pas réduire évidemment le préavis, le machin, mais réduire les temps de sourcing, etc. Tu réimpliques le collaborateur, tu dis, waouh, c'est cool, on me fait confiance. On va peut-être réduire les temps, donc ça, c'est quand même des coûts en moins. Non, c'est des coûts cachés, mais c'est des coûts en moins. Ouais. En externe, mais quelle image tu donnes? Objectivement, tu es candidat. Est-ce que tu as envie de candidater une annonce bien pourrie que tu vas trouver sur un job board? Est-ce que tu as envie de candidater un peu plus à une candidature un peu travaillée et sincère, authentique, que tu vas trouver sur le même job board ou sur le site carrière? Ou est-ce que tu as encore plus envie de candidater à Marie ou Jean-Jacques qui dit honnêtement, voilà, moi je quitte l'entreprise parce que temporairement parce que j'ai un bébé ou définitivement parce que j'ai un autre projet. Par contre, ma boîte, elle est top. Je la quitte, mais elle est top, mais j'ai un autre projet. Vous allez bosser avec
Geoffrey, le fondateur de Woobi, vous allez bosser avec telle ou telle personne. Mes collègues, c'est eux. Voilà, je mets un petit tag LinkedIn, donc on peut aller voir le profil. Et si vous avez des questions, posez-moi les questions. Je suis à votre disposition. Ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Et tu as même des entreprises qui vont plus loin en s'associant avec des structures comme My Job Glasses. Je ne sais pas si tu connais My Job Glasses. On connaît bien Émilie, voilà, de Émilie Corchia. Et Frédéric, qui était son ancien associé. Qui a monté une super boîte. Tu l'as reçu dans ton podcast? Émilie, oui. Et Frédéric, qui a créé Talent Safe? Non, alors, ça fait partie des personnes avec qui on a déjà échangé. On en parle. Il n'est pas encore passé sur le podcast. Okay, parce que j'ai un podcast à côté, on n'a pas parlé. Frédéric a été juste info quand il était chez My Job Glasses, notre mentor chez Wilco, l'incubateur, tu vois, permet d'être accompagné. Et typiquement, quelle image tu donnes? Positive, hein. Quand tu travailles avec un My Job Glasses, plus mes collaborateurs qui prennent la parole, etc. Et là pour moi, tu es pas dans le summum parce qu'on peut toujours aller faire mieux, mais tu as commencé à franchir des caps sur ta marque employeur. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle est authentique? Alors, c'est un peu des mots tarte à la crème aujourd'hui, mais est-ce qu'elle est vraie en fait? Parce qu'un collaborateur, il va le faire avec ses mots. Il va peut-être pas écrire une annonce comme écrirait un DRH ou un talent acquisition, mais il va l'écrire avec ses mots de commercial, ses mots de... Voilà. Et je reviens à mes chauffeurs poids lourds. J'ai des clients dans les chauffeurs poids lourds. Mais comment est-ce qu'ils recrutent un chauffeur poids lourd? Il y a des groupes Facebook privés de chauffeurs. Ils se parlent entre eux. Bien sûr. Ils ont des pauses obligatoires. Heureusement, les chauffeurs poids lourds. Sur les airs. Sur des airs. Ils se retrouvent, ils parlent entre eux. Toi, tu bosses pour qui? Ah ouais, lui, j'en peux plus. Moi, je cherche un nouveau boulot. Viens chez nous, c'est mieux. Mais c'est la même chose. Hein. C'est du vieux bouche à oreille qui fonctionne très bien. Et, par contre, tu as envie de faire du bouche à oreille parce que tu es bien dans ta boîte. Si tu n'es pas bien dans ta boîte, tu vas pas dire à tes copains chauffeurs, viens chez nous, c'est nul quoi. Bah non, tu vas rechercher ailleurs. Toi-même, tu vas te dire, est-ce que t'as pas un poste? J'en peux plus quoi. Toi, et dans l'hôtellerie-restauration, où tu trouves du travail à peu près dans la rue, dans les 2 heures, je grossis le trait, mais pas loin des fois. Voilà. Donc à un moment, c'est là où il faut s'interroger sur ces codes et lâcher prise. Donc faire confiance à ses collaborateurs. Pour moi, je pense qu'il faut leur dire que tu as le droit de communiquer. Quand même, on attend que tu communiques. Il faut les accompagner, les former, les aider, parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec le sujet, et puis leur faire confiance. Et puis être à leur écoute. Il y en a certains, tu vas te rendre compte qu'ils avaient envie de le faire, puis ils ne le font pas. C'est la vie. D'autres, ils vont être à fond tes ambassadeurs. Et puis tu en as d'autres aussi qui vont se dire, au départ, moi, j'ai pas envie. Puis ils voient leurs copains le faire. Mais j'aimerais bien du coup le faire, etc. On voit aussi ce côté bouche à oreille. Interne où tu pars des fois, tu te dis mais j'ai que 10 personnes quoi. On est 500 dans la boîte, j'en ai que 10 qui veulent prendre la parole sur LinkedIn ou qui veulent m'aider à recruter ou qui veulent m'aider en communication interne, etc. T'en as 10. En combien de temps tu penses qu'une situation peut changer? Ça va dépendre un peu de la zone de départ. Oui. Disons, partons d'une zone qui n'est pas cata. Ouais, il ne faut pas qu'elle soit cata. Voilà, non, partons d'une zone qui est quelques mois. Lambda. Quelques mois. Seulement? Ouais, quelques mois parce que tu vois, moi je vois des clients qu'on accompagne on parlait du diagnostic, la construction de plateforme de marque employeur, tout le kit de communication et ensuite l'étape ultime qui est la véritable communication interne-externe de l'employé advocacy, on est sur du 6 mois. Je pensais que tu allais me dire au moins 1 an avant de voir des résultats. Alors, après, ça va dépendre effectivement de la grandeur de l'entreprise, de son état d'esprit. Est-ce qu'elle est agile, pas agile? En fait... Mais sur une belle PME, une belle ETI... PME. Si tant est que le CODIR ou COMEX, on peut l'appeler comme on veut, soit vraiment engagé. Oui. Ça, c'est clé. Oui. Parce que tu vois, si c'est porté par exemple que par la direction ressources humaines et ou la direction communication... c'est limitant parce que c'est pas les 2 services qui embauchent le plus. Il faut que la prod, quel que soit le type de prod, soit engagé, les sales, etc. Donc il faut que le DIRCO, il faut que le directeur ou la directrice d'usine, le directeur ou la directrice de production, et le directeur général ou la directrice et le DG générale. ou la DG soit acteur. Voilà. Et soit d'ailleurs, et ça c'est un véritable sujet qu'on a de plus en plus, des salariés qui disent ok, moi je suis prêt à prendre la parole, mais je trouve que mes boss, on les voit pas beaucoup. Oui. Et donc là, c'est plus un message, bien sûr pour les RH, mais aussi pour les dirigeants ou les C-level, on va dire au sens large.
c'est aussi prenez la parole sur LinkedIn, osez prendre la parole sur LinkedIn, osez vous exprimer. Ne devenez pas non plus community manager, on ne vous demande pas tous les jours de faire un post, c'est pas ça qui est attendu, quoi. Tout le monde a bien conscience qu'on a tous plein de boulot, mais de prendre de temps en temps la parole, de temps en temps avoir une opinion et l'exprimer, même les collaborateurs en fait le voient. Oui. Alors ça, c'est un véritable sujet. C'est que la communication interne, je reviens à la com interne, je suis un peu bavard, mais historiquement, elle était totalement internalisée. Oui. Maintenant, tu as de la com interne qui se passe toujours en interne, avec des outils type Woobi, etc., mais complétés par l'externe. Par l'externe, parce que des collaborateurs voient aussi des communications, etc. Ouais. Alors c'est là où il faut être aligné, il faut faire super attention. Oui, attention à pas faire de la communication interne d'abord sur un canal externe, au risque que tes collaborateurs l'apprennent finalement après les autres. Voilà, et c'est là où il faut avoir une cohérence. Ouais. Parce que la communication externe, bien sûr, elle a une cible externe à la base, mais tes collabs internes, ils la voient. Il ne faut pas qu'ils apprennent des choses qu'ils auraient dû apprendre d'abord avant par d'autres canaux. Mais dans la vraie vie de tous les jours, c'est des sujets dont on entend parler où effectivement, par manque d'outils de communication interne, par manque de process de communication interne, ou parce qu'on est resté un peu à l'ancienne avec de l'affichage par exemple, des collaborateurs découvrent des informations qu'ils auraient pu découvrir en interne auparavant, mais les découvrent sur du LinkedIn, sur du Facebook ou sur du site web même, des fois de boîtes. Je vois le temps qui passe et tu as un train à prendre pour rentrer dans ta chère Bretagne. Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur cette com interne-externe, sur la marque employeur qu'on n'a pas abordé, qui te semblerait clé, ou on a fait le tour? Je pense qu'il faut, tu vois, les freins des fois qu'ont les collaborateurs sur la com interne et la com externe, ça peut être des freins techniques. Tu vois, je sais pas faire. C'est est-ce que j'ai le droit de faire? Et très souvent, c'est qu'est-ce qui est confidentiel, qu'est-ce qui n'est pas confidentiel. Ouais. Et je pense que ça aussi, il faut l'expliciter. Parce Carrément. que certains n'ont pas de notion de confidentialité et sont un peu open bar, et là, danger. Et d'autres se mettent des freins là où il n'y en a pas. Donc, il faut aussi expliciter ce sujet de confidentialité. Voilà, donc ça c'est des messages aussi à regarder. Il y a des sujets aussi bien sûr de droit à l'image. S'il y a par exemple une photo, une vidéo, qu'elle soit interne ou qu'elle soit externe, être certain que les hommes et les femmes qui sont sur la photo, sur la vidéo soient un peu ok d'y être. Ça c'est pas le métier d'un collaborateur. Ça éventuellement c'est le métier d'une direction de communication. Mais néanmoins, il faut sensibiliser les collaborateurs à ces sujets, leur faire comment on les sensibilise à attention à ton password, etc. Les sensibiliser à ces sujets. Les sujets sur lesquels tu as le droit de communiquer, les sujets plus sensibles. Ok. Je pense que ça, c'est important. Mais en fait, c'est de l'accompagnement. Il n'y a rien d'extraordinaire en fait, dans tout ça. C'est de se dire, on a tous, que toi ou moi, on a plutôt une petite entreprise versus la moyenne des entreprises, ou une entreprise plus forte ou une très grande entreprise. On a une chance, c'est qu'on a plein d'hommes et de femmes qui sont avec nous. Qui quand même, en grande majorité, sont contents d'être là, sinon de toute façon, c'est pas une prison, ils peuvent partir, et aimeraient effectivement peut-être être associés. Et certains vont oser en parler, d'autres pas oser en parler, donc c'est à nous de faire le premier pas, à nous dirigeants, à nous DIRCOM, à nous DRH, de montrer l'exemple et de dire que c'est possible. Donc on ne manque pas de volontaires pour jouer au jeu, il faut juste poser les règles du jeu. Des règles du jeu et puis faire confiance, quoi. Lâcher prise sur des sujets, quoi. Eh ben écoute, ça nous fait un bon tour sur ces sujets de marque employeur au global. Avant de se quitter, plusieurs questions, si ça te va. C'est quoi l'avenir de We Feel Good? Bonne question. Déjà, c'est de consolider ce que l'on fait, de développer ce que l'on fait. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est chouette, qui est engagée pour le coup. J'ai pas de projet dingo pour We Feel Good, mais c'est déjà de continuer à faire ce que l'on fait et le faire bien. Voilà. On a la chance d'avoir pas mal d'appels entrants. Ça nous arrive de refuser quelques prospects parce qu'on n'est pas aligné là où ils en sont entre leurs valeurs et les nôtres.
Mais comme tout le monde a une entreprise à faire tourner, donc on est aussi bien sûr intelligent sur le sujet. Mais on croit beaucoup au fait que la marque employeur, ça se travaille dans la durée. Oui. Voilà. Donc, on a quand même et on a une chance, c'est qu'on a beaucoup de clients qui restent fidèles dans la durée, qu'on a accompagnés à un moment T, qu'on franchit une étape et au fur et à mesure qui viennent nous solliciter sur d'autres sujets, d'autres étapes, parce que ça tourne. Voilà, typiquement, aujourd'hui, on nous interroge sur TikTok. Faut y être ou faut pas y être. Véritable sujet. Véritable sujet. Et puis y être, c'est pas facile. Voilà. Donc attention, voilà, on croit qu'une communauté est sur TikTok, les commentaires peuvent vite être violents. Donc voilà, donc c'est pas si simple que ça. Voilà, il y a plein de sujets autour de tout ça qui fait que le monde bouge, quoi. Donc c'est continuer finalement déjà, c'est pas mal. À bien faire les choses, à se développer, oui. à avoir ses clients fidèles. Oui, c'est pas mal. Ok, continuer les podcasts aussi, on en a pas parlé. Oui, continuer le podcast, à la base, c'est comme ça quand même qu'on s'est rencontrés. Oui, parce que tu es passé sur le podcast. Ouais, épisode... je connais plus le numéro, honnêtement. Je crois qu'on était dans les 12 ou... oui, t'étais dans les... à 80... 85, alors on enregistre, et on sera à l'épisode 100 à la rentrée de septembre 2025. Donc oui, ça va faire quatrième saison. Ouais, j'aime bien, ça m'éclate. Ça m'éclate. Et d'ailleurs, si vous êtes... Je passe un message, si vous êtes... RH en entreprise, peu importe votre titre, DRH, Talent Acquisition, recrutement, en formation, vous avez envie de passer au micro de On n'a jamais fait comme ça, vous me contactez sur LinkedIn et on organise le truc. Moi, je vous invite à le faire parce que pour une fois que Florence s'est retrouvée de l'autre côté de la barrière et est un excellent il n'y a pas de piège. Poseur de questions. Non, je confirme, on avait passé un super... Non, l'idée, c'est pas de vous piéger, c'est au contraire... C'est peut-être une occasion de mettre en valeur aussi votre entreprise, d'une certaine manière. Et du coup, moi j'ai une dernière question à te poser. Si tu devais me recommander quelqu'un avec qui je partage un moment d'échange, on n'a rien préparé ensemble, là, donc tu as le droit de prendre RH comme interne, marque employeur, peu importe. Un invité que j'ai adoré, Jules Briata, DRH d'Exotech. Ouais. Je ne sais pas si tu connais Exotech. Non. Très belle scale-up, French Tech, plus de 1000 salariés. Jules, il a été embauché, donc moi j'ai fait un épisode avec Jules, il a été embauché premier RH de sa boîte. Aujourd'hui, il est toujours le DRH d'Exotech, en tout cas là on se parle, et il manage 40 RH. Ah oui, c'est beau. Plus de 1000. Donc boîte de Lille, superbe boîte, Lille et Lyon, d'ailleurs qui est très présente à Lyon. C'est vrai. Ouais. Et qui je peux te recommander d'autres? Jules était vraiment un invité très très chouette. Et puis... une invitée que j'adore qui s'appelle Marlène Leguet, que tu connais probablement pas. Non plus. Une invitée bretonne. Et Marlène est une experte des jeunes générations et du travail. Ok. Voilà. Comment recruter, comment intégrer, comment fidéliser les plus jeunes d'entre nous. C'est parfait parce qu'on veut faire un focus sur la Gen Z et les plus jeunes générations. Beaucoup d'entreprises et beaucoup de dirigeants nous disent être assez perdus sur comment les attirer, les fidéliser, les garder, leur même offrir simplement un cadre de travail qui soit épanouissant. Donc avec plaisir pour échanger avec elle et rapidement parce qu'on voulait faire une thématique sur ce sujet dans quelques mois. Donc tu vas me faire ces mises en relation ? Sans problème. Bon, je te laisse le mot de la fin du coup. Écoute, moi ça fait un plaisir d'être avec toi, j'ai certainement été bavard, ça fait à mon avis un long épisode, j'ai pas regardé le temps. On est un peu plus d'une heure. Ouais, un peu plus d'une heure, voilà. C'est cool. J'espère surtout que, moi j'ai des convictions, donc je dis pas que j'ai raison, mais c'est mes convictions, c'est mon vécu et ça a le droit d'être challengé et d'être discuté. Et donc je suis ouvert à la discussion d'ailleurs, si vous n'êtes pas OK, n'hésitez pas à me contacter, à en parler. Et puis, moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur ces thématiques de communication interne, de marque employeur, de communication externe. On est dans un monde qui bouge à une vitesse dingo, on le sait tous, on le vit tous depuis. Ça s'est accéléré depuis 2020 et ça ne cesse pas de s'accélérer. Donc, je pense que les trains passent, il faut les saisir rapidement, il faut oser y aller. Et j'ai souvent beaucoup de boîtes qui me disent « Moi, je fais déjà plein de choses, mais je n'ai rien structuré. » C'est pas grave. Vous avez fait déjà des choses, c'est chouette. Après, oui, il faut mettre un peu de structure, un peu de stratégie, reprendre peut-être des fois des bases, mais tout ce que vous avez fait n'est pas à jeter, quoi. Donc, voilà. Donc, le train, il est toujours rattrapable, en fait. Eh ben, écoute, c'est un super mot de la fin. Merci d'être venu dans nos bureaux.
Merci Florent pour Avec tout. plaisir en tout cas. Et à bientôt. Merci, à bientôt Geoffrey. Au revoir. Ciao.